Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, on va commencer. Donc, avant tout, je vais me présenter, hein. Je m'appelle Benjamin Belliti. Je suis retoucheur senior depuis 12 ans, 13 ans. Et j'évolue dans la retouche haut de gamme, donc avec une forte expérience dans le retail de luxe, le prêt-à-porter, l'e-commerce. Donc, j'ai pu travailler dans des grandes maisons d'e-commerce, notamment de luxe. Et dans ce milieu, on n'a pas vraiment droit à l'erreur, hein. On doit pouvoir réagir vite face aux demandes des directeurs artistiques. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager 5 de mes techniques qui vont transformer votre façon de travailler sur Photoshop. Et donc, on va parler flux non destructif, gain de temps et précision, voilà, qui va vous permettre d'améliorer votre workflow de manière la plus professionnelle possible. Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer tout de suite avec le premier module, et on va commencer avec cette image. Alors, là, je suis sur la dernière version, normalement. Pour votre Photoshop. Je suis sur la version 27.7. On va commencer par travailler sur la séparation de fréquences. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, car vous êtes sans doute, en tant que retoucheur photo, amené à corriger ce type d'image, donc des images qu'on appelle de la retouche beauté, avec laquelle vous allez pouvoir corriger certains défauts pour pouvoir avoir une image qui, en fin de compte, pourrait être plus naturelle que naturelle avec ce type de retouche. Et là où on fait une erreur assez classique, c'est qu'on peut avoir tendance à flouter ou détruire de la matière, donc que ce soit sur le grain d'un sac en cuir ou là, ici, sur du visage. Et donc, la séparation de fréquences, c'est la technique REN, hein. On va littéralement séparer l'image en deux. Un calque pour la couleur et la lumière, et un calque uniquement pour les détails de texture. Donc, on a ouvert notre fichier, et je vais dupliquer ici en calque. Donc, vous voyez, hein, je l'ai tout de suite déverrouillé, hein, ça c'est quelque chose. Et on le duplique. Donc, dans ce calque-là, je vais appliquer un flou gaussien. Donc, on va le faire juste assez pour pouvoir estomper quelques détails. Par exemple, ici, on avait un peu de poils. Alors, tout dépend de la direction artistique, hein, évidemment. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire il ne faut pas qu'une personne n'ait de poils, etc. Oui, on peut le faire en dynamique. Là, je voulais vous montrer tout de suite le flou. Effectivement, c'est une bonne remarque, Pierre. On peut travailler sur des calques dynamiques. C'est plus c'est plus facile derrière de revenir sur les images. Donc, on repasse du coup sur notre flou, donc flou gaussien. Et donc là, on va se dire qu'on veut retirer, voilà, on va dire les poils ici, et quelques pores. Alors, il y a une photo déjà très quali. Mais voilà, on va rester sur ça. Et donc, on a appliqué ce flou gaussien, et ce flou, on va l'appeler couleur. Et donc, ma deuxième image, ici, va s'appeler texture. Car là, vous voyez la différence. Je vais zoomer. Hein, on est sur un flou qui va estomper certaines textures.
Il y a aussi d'autres manières, je vous montrerai plus tard, pour avoir ce même résultat. Donc là, on va ensuite dans le texture, dans image et appliquer une image. Donc image. Voilà, appliquer une image. Et on va se mettre sur. Donc là, voilà, on va le mettre. Ici, on va se mettre sur sur une soustraction en mode lumière. Je pense que lumière linéaire, ça va être pas mal. Tac. Et donc, ce texture, on va le passer devant. Donc, que je passe en calque, en masque noir. Et donc, sur ce fichier, une fois qu'on a placé ces deux calques, on va pouvoir utiliser le tampon de duplication sur la texture pour atténuer un port spécifique, puis le pinceau mélangeur sur la couleur pour unifier une légère rouge. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de garder un calque natif. Excusez-moi, hein, sur les calques. Ça, et voilà. Ce que j'avais oublié de faire, c'était notre calque. Donc, à présent, on va pouvoir avoir plusieurs calques. Donc, ici, un calque, on va atténuer un petit peu. Ça va être pour récupérer, ici, vous voyez, lorsqu'on est un peu trop, ici, un peu trop pâle, récupérer un peu de la couleur tout en gardant les détails. C'est pour ça que le calque s'appelle texture. Parce que ici, avec le calque de flou, on va effacer quelques imperfections, par exemple. Et donc, avec le calque texture, on va pouvoir récupérer notamment les couleurs. Et nous avons notre calque natif ici, qui va être notre base de travail. Donc, à ce moment-là, on va mettre en place la retouche. Donc, par exemple, ici, je prends un pinceau et je vais pouvoir effacer. Alors, je me mets en blanc, je me mets bien sur mon masque, et je vais pouvoir effacer les imperfections à la main, tout en étant précis. À ce moment-là, vous pouvez le voir tout de suite, je suis flou, n'est-ce pas? Et donc, on va pouvoir régler le masque et récupérer de la texture ici, très légèrement. Ah, mais je suis à 0. Pardon, excusez-moi. Hop. Je ne suis pas sur le bon. Voilà, pardon, je suis sur... il faudrait se mettre sur éclaircir. Donc, on va récupérer ici les textures effacées. Et on va jouer sur ces deux calques.
Et donc, en jouant sur les opacités de ces deux calques, on va pouvoir accentuer l'effet de la retouche voulue. Vous voyez, quand on enlève, on a un truc très léger qui va pouvoir nous permettre de retirer ces petits poils. Deuxième méthode, qui est la plus, on va dire, la plus utilisée aussi. Donc ça va être vraiment pour unifier des rougeurs, notamment. Par exemple, ici, on disait, récupérer un petit peu de teinte. Deuxième technique, on peut tout simplement, ici, faire un anti-poussière. Donc, on peut dupliquer le calque. On utilise le filtre anti-poussière d'Ambry. Donc, c'est pareil, on a réinventé un flou. Sauf que là, dans ce flou-là, on peut ajouter du seuil qui va nous permettre de récupérer du détail. Donc, on a le rayon et le seuil. On doit jouer sur les deux pour essayer d'avoir quelque chose le plus détaillé tout en ayant retiré le plus de défauts possible. Donc, on peut voir dans l'aperçu, à peu près, on peut le retirer et le remettre pour voir où on en est. Alors, effectivement, j'ai peut-être oublié d'enlever le flou. Non, on est bon. Hop, on le refait. Bon, j'ai mon aperçu qui est très léger, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va repartir là-dessus. Tac. Et donc là, la meilleure manière pour ne pas être destructif, ça va être de prendre ce calque. Donc là, vous savez que le flou, l'anti-poussière agit sur tout le calque. Donc, on va faire un masque noir. D'accord. Donc, Alt-clic pour ce masque. Et on va aller chercher au pinceau avec une dureté à 0 les poils petit à petit. Donc, pareil, on voit qu'on peut très rapidement être trop flou. Donc, on revient sur l'anti-poussière grâce au calque dynamique et on peut rajouter du seuil et du rayon et voir à peu près si quelque chose correspond. Alors, effectivement, j'ai mon flou gaussien qui est activé, c'est pour ça. Désolé. Hop, on revient. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de pas mal. Voilà. Hop. Donc, on revient dessus. Et on va enlever petit à petit désolé, je vais retirer le flou. Je vais retirer ce filtre. Je pense qu'il bloque un peu pas mal de choses. En fait, c'est qu'il est très léger cet anti-poussière. Je suis désolé. Voilà. Hop. Là, normalement, on devrait être mieux. Donc, on revient sur notre filtre anti-poussière. Donc là, on va au pinceau. Et on va retirer comme ça les poils de manière très légère.
Bon, je vais le refaire parce que là, le filtre dynamique, je pense qu'il doit m'embrouiller sur l'anti-poussière. Normalement, je suis censé avoir un flou. Oui, bien sûr, je peux vous l'envoyer. Comment est-ce que je vous envoie ça? Je vais rendre un fichier. Mais je pense que je vais le faire ça d'ailleurs, je vais vous l'envoyer à chaque fois. Julie, comment est-ce que je peux envoyer, je peux leur envoyer des fichiers? Pour l'instant, je vais régler mon calque. Hop. On va faire comme ça. OK. OK. Bah, je vous enverrai les fichiers après, du coup, après le live. En fait, pour faire simple, il me semble que l'anti-poussière a l'air de fonctionner aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose que j'utilise très souvent. Parce que j'ai une aperçu ici, mais il ne se met pas à jour, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ok. C'était le seuil. Donc, ok, on va pouvoir y aller. Le rayon. C'est ça. Le seuil, sur les poils, le seuil, il fallait le mettre assez bas. Ok, donc je suis désolé, on va le refaire. Il y a eu un problème de réglage de ma part. On va essayer donc de chercher le plus de détails possible, hein, comme je le disais. Ce qui est bien en plus avec des photos de belle qualité, c'est qu'on peut avoir un effet quand même texture avec les poils, même lorsqu'ils sont enlevés. Et donc là, on va pouvoir du coup avoir notre calque anti-poussière et venir chercher. Alors le calque, hein, on va mettre en noir. Et donc on va chercher maintenant là les poussières. Hop. Donc on va pouvoir les effacer comme ça à la main sans toucher toute l'image. Vous voyez, donc là on va pouvoir y aller doucement. Donc moi je travaille avec une tablette. Hein. Je vous conseille fortement de travailler avec une tablette en tant que retoucheur photo. Puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir le plus de précision. Donc là, ici, on va s'occuper de toute cette partie-là. Donc là, pour l'instant, on ne s'occupe pas encore vraiment des tâches qu'on voudrait enlever. Là, c'est vraiment, on va travailler avec les poils comme si on travaillait avec de la poussière, hein, pour le coup. C'est des choses qu'on peut utiliser aussi pour du sac, pour de la chaussure, pour du pack-shot, globalement, lorsqu'il y a pas mal de poils, etc. Donc là, on va les retirer comme ça. Donc là, ça va être à nous de gérer l'intensité. Hein. Là, moi, je trouve que ça reste naturel comme ça. On a enlevé vraiment les poils qui brillaient beaucoup. Mais on est resté assez, assez non destructif, quoi, globalement. Et ici, alors, et encore, hein, mon pinceau est assez grand. Hein. Là, j'ai pris un pinceau assez grand quand même. On peut faire encore plus petit pour vraiment attaquer vraiment juste les petits points. Ici, on peut les enlever, ces petites, j'avais envie de dire poussières, parce que je travaille beaucoup sur du sac, mais alors là, je pense que c'est des petites paillettes ou petites gouttes d'eau. On peut retirer comme ça. Et alors, pour tout ce qui est taches de rousseur, eh bien, dans ce cas-là, on va recréer un autre calque, notre fameux calque retouche. Et ici, on va pouvoir utiliser les nouveaux. Alors, on a l'outil suppression qui, en fait, aujourd'hui, je pense, peut remplacer
l'outil correcteur sur énormément de choses. L'outil correcteur a été très utilisé pour remplacer le tampon, pour ce genre de retouches notamment. Alors, on a le correcteur localisé. On a celui-ci, qui, comme le tampon, nous permet de prendre de la matière, pas de la matière justement, qui permet de prendre la même couleur et effacer la matière. Donc, vous voyez, on peut retoucher comme ça. Ça reste très qualitatif. On a l'outil correction, l'outil correcteur localisé, qui celui-ci s'utilise comme un pinceau. Voilà. Mais n'avait pas encore ce réglage IA, entre guillemets, qui permet de vraiment aller recréer la même matière. Ici, si on ne fait pas attention, et surtout si on est sur des contours, alors, si je veux effacer des contours ici, je peux me retrouver très rapidement avec des mouvements de matière, des flous. Justement, on peut aussi utiliser, on peut très facilement utiliser l'outil de correcteur pour faire du flou et pour faire du dégradé même, par exemple ici. Si je voulais vraiment faire un dégradé comme ça, alors en prenant plutôt par là, tac. Vous voyez, ça peut s'utiliser de cette manière. Alors, j'improvise un peu sur les narines, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir, mais on peut faire du flou. Mais alors, l'outil de suppression, si on enlève l'IA générative, est-ce que ça va permettre de faire moins d'erreurs et de rester sur quelque chose qui va ressembler à l'outil de correcteur, car il va vraiment analyser, recréer en se basant sur l'image et pas en générant des nouvelles images. On a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'entourer, et quand vous l'entourez, vous voyez, toute la zone entourée se récupère. Et là, on peut faire vraiment des choses un peu plus grandes, et donc un peu plus rapides. On peut être un peu plus rapide sur la retouche. Alors, évidemment, on fait attention à ce que ça crée, toujours, mais on a quelque chose de vraiment qualitatif. Vous voyez, quand je zoome, on voit quasiment pas de différence. Pourtant, on est sur une image haut de gamme. Quand je retire, j'enlève, je retire, vous voyez. Alors, évidemment, c'est comme toute retouche, il faut éviter les doublons, les effets un peu tampons. Mais globalement, moi, je pense que si je prends tout ça, par exemple, je peux directement avoir quelque chose de pas mal. Et donc, ça peut nous faire gagner du temps. On a un outil vraiment très performant qui est sorti sur les dernières versions. Et donc, pour ce genre de retouche, moi, j'utilise vraiment quasiment plus que ça, personnellement. Et je peux activer l'IA générative si j'ai vraiment envie d'effacer un gros objet avec beaucoup de fond derrière. Donc, ça peut être très utile. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour cette partie-là? Globalement, on va pouvoir aussi enlever des tâches comme ça, de cette manière. Et on va pouvoir, du coup, jouer sur les deux. Alors, évidemment, j'ai mis le calque en haut. Donc, je vous conseille de d'abord bien terminer la retouche avec l'outil de dépoussiérage. Tac, tac. Avant de commencer à travailler par-dessus. Ça, c'est une erreur classique. On se retrouve à vouloir corriger les choses par rapport à ce qu'on voit et pas par rapport au calque. Par exemple, ici, j'arrive là en retouchant et je vais vouloir me dire, maintenant, vu que j'y suis, je vais enlever ça. Et du coup, je vais passer par là. Et en fait, je n'aurais pas terminé là, quoi. Et donc, ça peut vraiment, il faut vraiment se concentrer sur les calques quand on travaille. C'est un petit conseil là-dessus. Donc là, c'était vraiment une image qui nous a servi de travailler sur de l'image de haute qualité. Donc, ce genre de retouche, on peut être amené à vouloir enlever même ce genre de petites rides
Alors, on peut regarder, est-ce que ça fonctionne avec l'anti-poussière? Ça peut être un peu intéressant, mais on peut revenir à l'outil supprimé, qui globalement va faire du bon travail. Les reflets, l'outil supprimé qui est très bon aussi pour les reflets. Alors là, le reflet est très beau, hein, je ne suis pas en train de vous dire on va faire la belle image ensemble. Je vous dis, voilà, on a quelqu'un qui veut enlever le reflet. Hop, globalement, l'outil supprimé fait très facilement le travail. Hein. Alors, on a perdu un petit peu l'arrondi, mais ça doit être ma manière d'avoir détouré qui a dû bloquer. Mais on revient corriger sans souci. Voilà. Et là, pareil, on va même aller chercher celui-là. On va chercher les deux reflets. Et on vient corriger ici. Donc, c'est vraiment assez pratique. Vous voyez, l'avant-après, des retouches. Maintenant, on va essayer d'aller sur un autre sujet, une deuxième astuce, entre guillemets, qui va être on va dire, comment on va appeler ça, c'est le flux, on va rester sur ce flux non destructif, globalement. Donc, on va passer sur ma deuxième image, que je vous enverrai également. Et donc, par exemple, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne l'ai pas vraiment fait, parce que je voulais je voulais m'en occuper sur ce module. On va travailler sur les objets dynamiques. Donc, dans la vraie vie, hein, les clients, vous avez des clients qui changent souvent d'avis. Donc, vous pouvez appliquer, si vous appliquez vos filtres directement sur les pixels, vous devez donc tout recommencer. Et l'objet dynamique, ça va être votre assurance vie pour pouvoir faire des allers-retours. Donc, deuxième astuce de pro, toujours travailler avec des objets dynamiques. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai fait sans objet dynamique parce que pour vous montrer le premier module. Et là, nous allons ici travailler avec les objets dynamiques. Et notamment ici, par exemple, pour cette photo, on va la convertir en objet dynamique. Donc, est-ce que tout le monde est plutôt familier avec les objets dynamiques, globalement? Est-ce que vous travaillez avec des objets dynamiques dans votre workflow global? Ouais. En fait, c'est vrai que l'objet dynamique, en fait, c'est quand même un truc, on n'y pense pas, mais c'est vraiment juste un petit clic à faire sur le calque et on va aller chercher l'objet dynamique. Et en fait, tous les filtres que vous allez créer, par exemple, on a vu tout à l'heure le flou gaussien, en fait, ici. Et donc, vous n'allez pas altérer directement votre image à ce moment-là. Donc, bon, vous avez dit que vous n'utilisez pas, enfin, certains n'utilisent pas l'objet dynamique, d'autres toujours. Effectivement, il vaut mieux l'utiliser toujours, le plus possible en tout cas, surtout quand on a des retouches où on sent que le client va faire beaucoup de retours. Donc, il y a déjà le premier bon réflexe qui est de garder ses PSD, de bien les enregistrer et de ne pas écraser les calques. Hein. Mais il y a aussi le deuxième bon réflexe qui est que par calque, garder un objet dynamique qui va faire que quand vous allez cliquer dessus, vous allez récupérer votre image ici. Il n'y aura aucune altération. Donc, je reviens sur mon image. Donc, ici, on va effacer le flou dynamique. Mais mon image étant en calque dynamique. Ici, on va vouloir, par exemple, changer les couleurs des costumes. Donc, il y a plusieurs techniques. Est-ce que vous avez une idée des différentes techniques qu'on peut avoir pour changer la couleur d'un costume?
tout en gardant le fond. Et par exemple, on veut se concentrer sur ce bleu. On veut vraiment changer que le bleu, on ne veut pas changer le vert, on ne veut pas changer. Globalement, il va falloir se concentrer que sur cette couleur. Oui, il y a la teinte de saturation, mais la teinte de saturation, si je l'utilise, je vais, vous voyez, je vais changer toute l'image, quoi. Et oui, mais c'est ça. Alors, il y a plusieurs, voilà. En fait, Photoshop, c'est un peu ça. C'est qu'il y a 36 façons pour changer la couleur et pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Ça dépend, en fait, tout simplement de votre workflow. Moi, lorsque je veux cibler vraiment une image, c'est une technique qui peut être vieillotte aujourd'hui, mais j'utilise une sélection globale comme ça pour vraiment emprisonner ce que je veux changer. Et à ce moment-là, je vais aller dans Sélection et je vais faire une plage de couleurs. Alors, la plage de couleurs, elle va me permettre de toucher seulement la couleur que je veux avec la pipette. Donc, j'appuie sur Shift et je vais chercher la pipette. Et donc là, vous voyez, j'ai quand même eu la brassière parce que c'est une couleur qui est assez proche. Donc, à ce moment-là, on peut faire un groupe isolé de couleurs qui va du coup vraiment chercher vraiment que les couleurs qui sont proches les unes des autres. Et je vais baisser la tolérance. Vous voyez, en baissant la tolérance, en étenduant la garde, je vais baisser la tolérance et je vais perdre la brassière petit à petit. Une fois que je l'ai bien perdue, je vais recliquer encore un petit peu pour rechercher encore du bleu. Hop. Et là, si vraiment j'ai envie d'effacer le bleu, je me mets en pipette moins. Et voilà. Donc, globalement, on va bien chercher tout ça. Et vous voyez, là, on a une sélection qui va être plus ou moins forte selon la densité de la couleur choisie. Donc là, on a cette version. Donc là, on a ça. Donc là, on a pu récupérer vraiment la couleur. Mais vous voyez ici, on a certaines zones qui ne sont pas encore bien récupérées. Donc moi, ce que j'avais tendance à faire, c'était un Shift F6 pour contour progressif. Et en fait, en bougeant un peu le contour progressif, peut-être en se mettant à 1 pour ne pas être trop... Alors, j'ai perdu ma sélection. Voilà, hop, je vais me mettre à 1, voire à 2. Déjà, je récupère un petit peu de zone. On peut déjà se dire, bon, j'ai récupéré vraiment cette couleur. Et donc là, si je l'utilise sur la teinte de saturation, donc là, je crée mon masque. On va faire, hop. Voilà. Et voilà. Et donc là, je crée mon masque. Et donc, là, la couleur, déjà, on a quelque chose d'assez précis. On peut vraiment changer la couleur. Mais effectivement, il y a des zones, surtout si on passe sur du rouge, on sent qu'elles n'ont pas été récupérées. Et donc, on peut aller récupérer au pinceau. Et donc, à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui a été récupéré, ce qui n'a pas été récupéré. Quelque chose d'intéressant sur les masques, on peut appuyer sur la touche 1. Et là, ici, vous avez votre image qui devient rouge. Et là, c'est assez pratique pour savoir ce qui a été sélectionné ou pas. En fait, le 1, lorsqu'on est sur un masque, c'est pour voir où le masque s'applique. Et ça, c'est intéressant quand on a des sélections assez précises et qu'on doit changer des zones où la sélection est assez compliquée à avoir. Et quand on ne sait pas trop exactement ce qu'on a masqué aussi. Une couleur assez proche, imaginons que je voulais d'un bleu un peu plus clair, mais qui ne change pas complètement, je ne sais pas exactement ce qui a changé. Mais là, avec ce masque, là, je suis sûr et certain
que je vais pouvoir récupérer ce qu'il faut. Donc, on peut y aller au pinceau, comme ça. Il y a une deuxième méthode pour cette sélection. Et là, on va se dire, on a encore un bel outil IA vient de changer ça, mais effectivement, on a l'outil de sélection d'objets qui est extrêmement performant. Donc, on va sélectionner les zones petit à petit. Donc là, vous voyez déjà, on a une sélection, comme ça. Deuxième sélection. Donc, on reste sur Shift pour ne pas annuler la sélection précédente. Et troisième sélection. Et après, on va chercher ce qui manque. On peut y aller au lasso. Moi, c'est ce que je fais généralement. Donc, je vais au lasso, j'appuie sur Shift pour additionner la sélection et je vais récupérer ce qui manque. Ici, évidemment, plus l'image est de bonne qualité, plus la sélection automatique avec IA se fera facilement. On n'aura pas forcément besoin de batailler. Et typiquement là, comme on a des cheveux, on peut aller prendre grossièrement. Tac. On peut aller chercher avec la plage de couleur juste ce noir. Pardon, on va faire un double du calque d'abord. On fait tac. Moi, je récupère le noir comme ça, avec une tolérance très faible. Et en revenant sur mon calque, donc je vais faire sur mon masque une sélection en négative. Non, en négative en croix, pardon. Quelle sélection là? Bon, je peux l'effacer en fait. Hop, on va effacer. Voilà. Et après, je récupère ma sélection. On va effacer juste ce qu'on veut. Voilà, on va faire comme ça. Et voilà. Là, on a la bonne sélection. J'avais effacé avant. Et donc là, on a bien récupéré cette petite zone. Et donc là, on a tout notre bleu. Donc, deuxième méthode, hein, et du coup, est la méthode avec l'IA. Et donc là, on a vraiment pu récupérer ce qu'on veut. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir aller chercher la meilleure méthode si on veut changer les couleurs sans trop détruire les pixels. Bah, ça va être d'aller sur Camera Raw. Donc on peut aller sur le filtre Camera Raw. Alors effectivement, il faut sélectionner et d'aller sur filtre Camera Raw. Et ici, on va pouvoir changer. Alors, vous allez voir que ça change tout, hein, mais on va récupérer après le masque. Hein. Donc ici, je ne sais pas, hein, on veut quelle couleur. On peut aller enlever le bleu, justement, et aller mettre plus du rouge pour avoir une sorte de marron. Et on va saturer un petit peu, désaturer sur les rouges. Hop. Et donc là, sur notre masque, on a pu changer la couleur.
Et là, vous voyez, on a quelque chose d'extrêmement propre. Là où, si j'avais utilisé une teinte saturation, j'aurais pu avoir un effet un peu plat sur certaines zones. Alors après, moi j'ai utilisé Field Camera Raw, il y a énormément de matière. Alors surtout si vous faites par exemple de la colorimétrie. Si vous faites de la colorimétrie sur un produit, vous voyez, sur un caisson lumineux et que vous regardez, vous devez être le plus précis possible sur le produit. On va vous demander la plupart du temps d'aller directement créer une courbe. Hein. D'aller créer une courbe, c'est un peu ce que j'ai fait sur Field Camera Raw. Et donc, cette courbe, on va créer une sélection et créer une courbe. Et on va refaire ce que j'ai fait ici. Et donc là, on veut enlever du rouge. Ah, je suis très léger. Comment ça se fait que je suis très léger? Je pense que c'est parce qu'on va enlever du bleu, en fait. Voilà. Donc, on va enlever le bleu. On va rajouter du rouge. Doucement. Et ici, on va enlever un peu du vert. On peut modifier comme ça. On peut modifier aussi d'une autre manière avec une couleur. Ça, c'est quelque chose, si vous vraiment vous devez changer toute la couleur de manière uniforme, c'est assez pratique. On peut aller chercher par exemple du rose. Et avec les masses de fusion, aller chercher couleur. Et là, vous avez un rose. Alors en plus, ce rose s'applique, prend en compte les couleurs déjà existantes. Donc là, j'avais un vert derrière. Ça, il faut faire attention avec cette teinte. La couleur, on a la teinte qui va changer. Ce qui est intéressant aussi, c'est la lumière crue, mais vraiment sur certaines images denses. Là, quand on est vraiment dense, ici, vraiment, la couleur, elle marche bien. Donc, on peut faire une couleur. Et ça fonctionne bien aussi globalement. Mais on est un peu plat. Globalement, le plus intéressant, ça reste le filtre Camera Raw. Donc voilà. Ensuite, comme on est dans un filtre dynamique, eh ben, vous avez votre client qui n'est pas d'accord pour ce marron. Eh bien, c'est très simple. Vous recliquez sur le filtre, ici, et vous retournez dans votre filtre Camera Raw. Et vous pouvez remodifier la couleur. Et en fait, il voulait quelque chose de plus gris. On y va comme ça. Pour les calques de réglage, on n'oublie pas de toujours les masquer, les nommer le plus possible. Donc ici, je n'ai rien nommé, hein, très mauvais élève. Donc, on n'oublie pas de renommer. Hein, donc là, ici, on va marquer natif, hein, parce que de toute façon, c'est l'image qu'on a de base. Hein. Et ici, on va marquer gilet, femme. Le workflow, c'est extrêmement important lorsqu'on travaille en agence ou pour des clients qui ont beaucoup de retours, parce que pour plusieurs raisons. Déjà pour vous, en fait, en travaillant avec des calques, vous allez pouvoir plus facilement retrouver ce que vous étiez en train de faire. Et aussi, si une autre personne récupère votre fichier, vous allez pouvoir avoir un fichier propre et la personne va pouvoir savoir ce que vous avez fait. Aussi, quelque chose qui est intéressant à faire, c'est dans les groupes. Vous voyez, vous avez un groupe de gilets, par exemple. On peut faire un groupe gilet. Et on peut créer le masque directement sur le groupe. Vous voyez, comme ça. Qui va vous permettre de pouvoir enlever les choses et les rajouter plus facilement. Et pour pouvoir être... là, vous n'avez plus besoin de mettre de masque, en fait, à ce moment-là. Et vous allez pouvoir être précis dans le groupe. C'est-à-dire que derrière, si, je ne sais pas, on voulait juste changer cette partie-là. Alors là, je la prends à la plume, hein, je vais aller plus vite.
Je suis un peu grossier, je pense. Ouais. Ça aussi, je ne l'ai pas mis dans le cours, mais je ne sais pas si vous utilisez beaucoup la plume en tant que retoucheur. C'est censé vraiment être le couteau du cuisinier, quoi. Hein. Vraiment l'outil plume, si vous voulez. Donc là, tac. D'où l'intérêt aussi de travailler avec une tablette, parce qu'on ne peut pas être vraiment précis avec une souris, surtout quand on utilise l'outil plume. Et donc, par exemple, ici, je voulais, je sais pas, moi, je voulais du rose que ici. Ben, je vais pouvoir effacer quand même toutes les modifications qui ont été faites sur. Ah oui, mais là, j'ai mis le filtre. On va voir ce filtre-là. Tac. Toutes les modifications qui ont été faites que dans ce groupe. Voilà. Donc là, par exemple, je suis vert et rouge ici. Là, j'efface tout. Tout redevient bleu. Donc, c'est un petit tip. C'est pas obligatoire, mais c'est sympa d'avoir au moins le masque sur le groupe qui vous permet, quand vous avez plusieurs groupes, notamment, je sais pas moi, on va changer aussi la brassière, on a changé le costume du monsieur, on a changé ses lunettes. Du coup, on a plein de groupes. Et là, ça vous évite déjà d'avoir plein de calques partout, mais ça vous facilite aussi la vie pour pouvoir comparer voilà, la modification par rapport à elle, plutôt que lorsque vous allez montrer à votre client de devoir faire oui, alors j'enlève ça, ça. Et lui, il va voir toutes les étapes et c'est un peu plus long, c'est moins facile de se représenter un avant-après. Donc, les groupes, c'est pas mal pour ça. Ensuite, on va changer d'image et on va passer sur celle-ci. Et là, on va se concentrer sur la comparaison du blendif. Et parce que là, sur ce genre d'outil, faire des masques à la plume, comme je vous l'ai montré, ou au pinceau, peut cibler des reflets sur du métal. Et c'est l'enfer et c'est rarement naturel. Donc, je vais vous montrer comment dire à Photoshop, par exemple, applique cet effet uniquement sur les hautes lumières de l'image grâce à la fonction blendif. Donc, là, par exemple, ici, je veux créer une courbe, je veux un or rose. Je le sélectionne grossièrement, hein. Mais normalement, voilà, j'ai un truc assez pas mal. Je pense qu'en plus, il a bien récupéré là où ça se claire. Donc vraiment, l'outil de sélection avec IA est quand même pas mal. Bah voilà, il me fait mentir tout de suite. Hop. On a réussi à avoir quelque chose. Ah, mais j'ai envie de mettre en négatif. Hop. Ouais, bon. On va récupérer ça. Bon, ici, on ne sera pas très. Il n'y aura pas trop de contour progressif, mais pour l'exercice, ce n'est pas vraiment le but. Ici, vous voyez, on a quand même assez de haute lumière. On a pas mal de variations. Et lorsque je vais appliquer une teinte de saturation, par exemple pour du rose, j'ai très vite des choses qui ne sont pas trop naturelles. Alors, bon, déjà, mon rose n'est pas très naturel. On va être un peu comme ça. On va baisser la saturation. Là, en fait, on perd ici, on perd là, on perd un peu de matière. Donc, quelque chose qui est intéressant, pour que le virage ne soit pas trop fort et pour vraiment gérer notamment le contraste de mon calque, eh bien, ça va être de double-clic sur notre calque. Ou non, je pense qu'en fait, c'est un clic. Le double-clic ne marche pas toujours. Mais du coup, c'est un double-clic option de fusion. Pardon. Donc, on va récupérer l'option de fusion. Et ici, vous avez un mode sur le calque actif
qui va vous permettre de modifier, vous voyez, les contrastes, notamment les hautes lumières, si j'ai envie d'avoir des hautes lumières. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est lorsqu'on appuie sur Alt et qu'on va pouvoir couper notre flèche, et en fait, on va avoir une progression beaucoup plus dégradée, je ne sais pas comment dire ça, mais beaucoup plus fluide, moins cassée. Vous voyez? Donc là, on va récupérer, vous voyez que ça ne monte plus trop comme tout à l'heure avec un gros, comme ça, là, une grosse hachure. Là, on est sur quelque chose de plus fluide. Et donc là, on va pouvoir changer les hautes lumières sur ce calque de temps de saturation. Et ça va vous permettre de pouvoir faire des choses vraiment, d'avoir un contrôle vraiment plus précis sur ce que vous aviez envie de faire, notamment sur le changement de couleur, notamment. Ça marche aussi sur la densité. Donc, par exemple, l'exposition. Si je veux baisser augmenter plutôt l'exposition, je pense. Voilà. Là, on veut augmenter l'exposition, on a tout cramé. Donc là, on peut revenir sur l'option de fusion. On va baisser le blanc en dégradé. Et donc, vous voyez, alors là, j'ai vraiment forcé, hein, mais on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus progressif. Et on peut aller chercher les choses pour récupérer du détail. Donc, c'est assez intéressant pour ça, l'option de fusion. Quand vous faites un masque avec un calque de réglage, n'oubliez pas de toujours un peu passer sur l'option de fusion et faire des petits tests. Donc, vous restez sur une configuration gris. Vous pouvez vous baser que par exemple que sur le rouge. Voilà, bon, après, ça va être comme les couches, hein, globalement. Voilà, vous avez votre opacité, mais ça, c'est la même opacité. Voilà, vous avez l'opacité ici, mais c'est l'opacité de votre calque. Et ça, c'est l'opacité de l'option. Voilà, n'hésitez pas à jouer là-dessus. C'est assez sympa pour avoir des choses assez naturelles. Ça peut le faire sur si vous faites du pack shot, alors là, on a de la joaillerie. Si vous faites du sac en cuir, par exemple, il peut y avoir, surtout sur du cuir grainé, pas mal de zones qui peuvent être beaucoup plus brillantes. Et par exemple, sur un sac noir, on peut perdre la couleur noire, on peut être un peu gris, mais on a envie quand même de garder la lumière. Ah ben là, cet outil, il est assez performant sur une courbe pour pouvoir être bien noir et quand même avoir un bon dégradé. Et là, vous maîtrisez le dégradé de A à Z. Vous pouvez vraiment changer l'image de manière la plus naturelle possible. On peut également, je regarde rapidement si j'ai autre chose à dire sur ce style de calque. Bon, voilà. À part d'autres exemples, voilà, globalement, cet outil, c'était une astuce moi, que j'utilise énormément pour pouvoir avoir des bons effets. Bon, là, j'ai trop éclaté, mais là, par exemple, j'ai un or rose assez crédible. À part l'ombre qui est restée, que je n'ai pas sélectionné, je pense que si je fais, voilà, si j'enlève mon masque, en fait, je pense qu'on n'a pas trop changé le fond. Moi, le fond est blanc, donc on n'a pas trop changé. Donc là, on a un or rose assez crédible. On peut augmenter un peu, baisser un peu l'opacité. Là, on est passé d'un or à un or rose. Pour tout ce qui est or à faire passer en argenté, la plupart du temps, vous le savez, une teinte de saturation vraiment peut faire l'affaire. Bon, là, j'ai plus le. Tac, tac. Ouais, ça peut faire l'affaire. Il faut rajouter du contraste, quoi. Et là, on était quand même sur un fond blanc, donc comme on est sur un fond blanc, l'image paraît vraiment en noir et blanc. En fait, là, on peut jouer après, par exemple, quelque chose qui est intéressant si vous si vous devez le changer en argenté, c'est de récupérer des reflets de couleurs. Donc là, à ce moment-là, on récupère avec le pinceau, par exemple, typiquement ici. Alors, c'est trop. On peut se mettre à 30, par exemple. Et là, on a quelque chose d'un peu plus réaliste, quoi. Si le reflet n'est pas complètement noir, parce que
Ce qui est difficile à avoir avec l'argent, c'est vraiment quand on crée de l'argent, hein, quand on le crée, quand on n'est pas sur un shoot en argent déjà, c'est d'aller recréer des reflets, quoi, qui va aussi donner de la consistance. Alors là, après, vous avez plusieurs méthodes. On peut y aller avec des dégradés. Et un peu ici. Puis après, vous baissez l'opacité. Ah non, non, pas l'opacité, l'opacité du masque, pardon. Donc là, comme ça, vous avez quelque chose d'un peu plus naturel. Et ça fait moins effet noir et blanc, quoi. Donc là, on a 3 ors hein, en une photo, qui est assez pratique, ce genre de modification. Ensuite, ce qu'on va faire, est-ce que vous suivez pour l'instant? Ça vous paraît comment ces genres de modifications? C'est des choses que vous saviez déjà, par exemple, ou est-ce que c'est des choses qui vont vous être utiles, notamment? Ça m'intéresse d'avoir vos retours là-dessus. Ouais, on est souvent amené hein, à changer. C'est cool. C'est cool que ça soit utile pour vous. J'espère que pour ceux qui sont plus professionnels, enfin, qui utilisent beaucoup Photoshop, ça vous est utile également à tout le monde. C'est franchement ce genre de choses. Hein, Oui, en fait, effectivement, de toute façon, dans Photoshop, tout le monde a son workflow. Hein. Vraiment, là, je vous montre des techniques. L'idée, c'est pas de venir vous dire il faut faire comme ça. Moi, je vous donne des outils de toute façon. Tout le monde a son workflow, mais globalement, les calques, les réglages de dynamique, c'est important. C'est assez important. Et un truc que vous avez très souvent, c'est le changement de couleur. Hein. Ça, vous allez très souvent l'avoir. Vous pouvez, alors, il y a des marques, si vous travaillez dans la retouche photo et que vous travaillez par exemple dans le. Ouais, la retouche de joaillerie, les pierres précieuses, c'est compliqué aussi. Il y a beaucoup de reflets. Il faut aller chercher les contrastes, il faut aller les atténuer. C'est assez dur. Je crois qu'en haute joaillerie, si vous faites de la haute joaillerie, il y a beaucoup de pinceaux. Ouais, en fait, les manières, elles vont vous être utiles selon la complexité de la tâche. En fait, des fois, effectivement, il y a des manières, enfin oui, il y a des manières plus simples pour arriver à ce résultat. J'aurais très bien pu faire ici, je ne fais pas d'option. Tac. Ici, je pourrais ne pas faire d'option, être à fond, donc d'avoir un calque comme ça, et puis me dire, bon, je baisse un peu l'opacité, quoi. Je baisse un peu l'opacité, mais je baisse un peu plus la saturation pour rattraper l'opacité. Enfin voilà, et puis après, je peux avoir un or rose quand même, quoi. C'est ça. L'idée, c'est toujours de ne pas toucher votre calque. Alors, non destructif, ça veut dire plein de choses. C'est à la fois avoir des retouches dynamiques, mais aussi avoir un fichier natif qui n'est pas touché. Et ça, quelque chose qui est intéressant à faire et qui est important, même s'il faut le faire en script pour ne jamais l'oublier, c'est de copier toujours votre natif et celui-là, vous le laissez en bas, quoi. Et vous ne touchez pas, voire vous le laissez verrouiller. Comme ça vous permet, si vraiment vous devez récupérer une matière que vous avez enlevée parce que vous avez fait trop de retouches, etc., vous pouvez la récupérer. Donc, toujours travailler de manière non destructive, comme tu le dis, Anne-Marie, c'est très important. Mais voilà, globalement, là, on a des méthodes pour changer les couleurs. C'est quelque chose qu'on va faire très souvent.
Donc, il y a des marques qui vont vous demander, voilà, j'ai une robe rouge, moi je la veux en verte, quand je dois faire des tests, ou alors tout simplement, j'ai ce sac, il existe en or vieilli, il existe en or jaune, il existe en or argenté, il existe en or rose. On ne va pas faire 15 shoots, on veut en faire qu'un seul, juste changer la couleur. Et ben, selon la qualité qui est attendue, mais généralement on essaie d'avoir toujours la qualité la plus forte, la plus haute, la plus premium possible, ben, on essaie d'avoir le rendu le plus naturel et avec ces options de fusion, ça vous permet vraiment de gérer absolument tout dans la couleur lorsque vous faites un changement de couleur. Donc c'est très pratique pour ça. Maintenant, on va passer sur quatrième plutôt, quatrième module. Hein. On va vite, je sais qu'on a 2 heures de cours, mais je pense qu'on va quand même enchaîner. On a donc cette image. Je crois que c'est une image IA, à mon avis, ou alors qui a été montée, mais ce n'est pas important, puisque là, ce qui va être important pour nous, quoique quand je vois les câbles, j'ai l'impression que c'est quand même une vraie photo. Je ne sais pas. Bon. C'est du Adobe Stock. Hein. Je vais chercher vraiment une image sur Adobe Stock pour mon exemple. Alors, sur cet exemple, on a envie, par exemple, de ne plus avoir cette image panorama, mais d'avoir une image du carré. Donc, vous l'avez sans doute déjà expérimenté. On va pouvoir, en fait, avec l'IA générative, agrandir l'image et récupérer du détail. Mais ce qui est très important, et l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de laisser tout faire et se dire, c'est bon, l'IA va tout faire et c'est OK. Donc, chez les pros, on l'utilise comme un assistant hein, pour les tâches ingrates, comme par exemple étendre le décor. Ici, avant l'IA, si on voulait étendre le décor, il aurait fallu ici tout reconstruire, en fait, sûrement dupliquer des fenêtres. On aurait dû redessiner le ciel, peut-être même aller chercher des photos de ciel. On aurait dû ici, on n'aurait pas forcément pu récupérer les pavés parce que on n'a pas la même perspective. Donc peut-être qu'on aurait terminé tout le sol en bitume comme ça, et peut-être pas juste ce petit passage. Donc l'IA générative, en fait, c'est pas juste de la facilité, ça nous crée vraiment des possibilités, pour le coup. Et effectivement, ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Parce que là, une retouche comme ça, si on veut augmenter le cadrage, on passe une journée là-dessus. Alors que là, avec l'outil d'IA, je vais pouvoir augmenter et passer sur un 20 cm. C'est vrai que je suis en centimètres, mais je me mettrai en pixels plus tard. Là, on est en centimètres. Donc, ici, on va récupérer cette zone, et on va récupérer le sol. Donc, évidemment, si j'étais en transparence normale, j'aurais été comme ça. Et là, j'aurais été bien embêté. Mais ici, on va vouloir de l'IA, le faire avec de l'IA. Mais on va analyser ensemble ce qui se passe lorsqu'on crée un remplissage avec un développement génératif. Donc là, je n'ai rien écrit. Hein. Je l'ai laissé faire. Il va analyser l'image et comprendre lui-même ce qu'il doit faire. Alors, des fois, il me fait des belles aberrations. On va voir s'il fait quelque chose de beau ou s'il va complètement craquer. Donc voilà. Donc là, on a une première proposition. Mais je vais vous demander de me dire, alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, si vous voyez déjà des problèmes dans cette image. Oui, on avait le contenu pris en compte, mais c'était vraiment ça faisait une sorte de gros tampon, quoi. Une grosse image tampon, quoi. Ça ne recréait pas vraiment. Donc, je vous fais l'avant-après. Je vais zoomer ici. Hein. Donc là, vous voyez, on a déjà des petites aberrations
Je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir. Ouais, complètement. On peut avoir des problèmes de définition, ça c'est vrai. Donc, globalement, lorsque je zoome ici et que je zoome ici, c'est pas vraiment la définition, je pense, c'est plus le mélange de pixels, parce que l'IA a tendance à me faire un petit peu de la bouillie des fois, et qui me fait perdre de la définition. Mais globalement, Photoshop s'est vachement amélioré là-dessus, sur la génération d'images. Sur des grandes images, on a vraiment beaucoup de création de pixels. Donc là, effectivement, voilà, on a tout ce que vous avez ciblé. Hein. On a tout simplement le câble qui est ici, qui démarre de ce poteau-là, qui devient une rambarde. Alors, on va regarder si on a autre chose. On a ça. Ça peut être intéressant. On a une deuxième tentative et on a une troisième tentative. Ici, on va essayer de chercher la tentative qui vous paraît la plus potable. Moi, je trouve que là, le câble qui s'accroche ici, bof. Moi, je préfère un câble qui va tout droit. Et là, mon immeuble, il est tordu, quoi. Donc, on a plusieurs solutions. Soit on régénère un coup et on se dit, je vais essayer de voir si j'ai pas quelque chose de plus potable, de plus exploitable. Et de toute façon, je pense que même si on passe, même si on fait une retouche derrière, c'est ce qu'on va vouloir faire. Hein. On va essayer de faire 2-3 essais pour voir ce qu'il en est. Donc là, on a quoi? Ouais, c'est dommage. Le câble est pas mal, mais le fond est pas ouf. On peut faire ça, soit on va corriger, du coup, à la main. Et alors, pour corriger, on a plusieurs versions. Il y a une technique qui est pas mal aussi pour corriger quand on a du développement génératif. On peut les retirer, mais moi, j'ai envie d'avoir les câbles. Moi, j'ai envie d'avoir ce côté petit village qui a ces câbles électriques un peu partout. Je trouve que ça ajoute, ça marche bien. Mais en fait, le truc, c'est que les câbles, de toute façon, ils s'arrêtent là, à la base. Donc, de toute façon, il va falloir le recréer si je veux monter. Donc là, en fait, j'ai déjà un câble qui est là. Je peux très bien me dire, bon, c'est super, j'ai un câble qui est là. Je vais vraiment le récupérer, celui-là. Et c'est là où, en fait, l'IA générative, c'est utile, mais que votre talent de retoucheur va faire la différence. C'est qu'en fait, avec l'outil de génération, vous n'êtes pas obligé de récupérer toute l'image. Vous pouvez récupérer vraiment ce qui vous intéresse. Là, par exemple, j'ai récupéré ce câble. Vous voyez? Donc, si je le mets sur je sais pas, sur cette version. Attends, c'était laquelle notre première version? C'est celle-ci. Là, je peux avoir un câble qui va tout droit. Je crois que j'ai pris un peu de jaune. Donc là, j'ai un câble qui va tout droit. Donc en plus, là, ça va cacher la rambarde. Mais moi, ça va me permettre ici de me dire, dans cette zone-là, là, je sélectionne cette zone. Je veux retirer tout ça. Donc là, vous connaissez peut-être l'outil supprimer. Moi, je pense qu'on peut le faire avec l'outil. Je ne suis pas là, je ne suis pas sur mon truc. Hop. On va faire un outil supprimer. L'outil supprimer qui est plus violent que l'outil génération, donc c'est possible qu'il me fasse une aberration. Si ça ne marche pas, je vais essayer de faire une génération. Sinon, je vais à la main. Et en plus, il ne change pas trop, j'ai l'impression. Si. Ah voilà, il m'a fait un truc super. Donc là, l'outil supprimer qui m'a enlevé cette barre. Et là, je vais pouvoir ajouter mon câble. Mais mon câble, il va être réaliste. Je ne vais pas avoir, parce que là, si je ne faisais pas ça, j'aurais dû aller le corriger
on va dire, à la mano. J'aurais dû corriger à la mano, mais alors là, ça aurait été compliqué, quoi. Parce qu'en fait, au tampon, j'aurais récupéré tout. Ça aurait été horrible. Ou alors j'y serais allé avec ce détourage. Alors, j'aurais peut-être eu une perspective qui n'aurait pas été bonne. J'aurais dû la créer. Donc, talent d'artiste activé. Voilà. Donc là, on devient des illustrateurs. Et en fait, on y va, par exemple, je ne sais pas, au pinceau, avec un contour progressif de 1. Comme ça. Ah, je suis trop serré en bas. Voilà. Mais sauf que j'ai que le câble, quoi. Après, il faut que je redessine le reste et tout. Donc là, j'ai un câble qui est bien. J'ai pu supprimer le fond. Vous voyez, j'ai récupéré, moi, le câble de cette version. J'ai gardé cette version en bas. Alors, je vais faire un peu de ménage, parce qu'on va vite se perdre. Calque 2, non. Et ça c'est mon calque supprimé. On va fusionner, je pense, avec celui-là. Non, on va pas encore le fusionner. Donc là, en fait, j'ai utilisé plusieurs fois l'outil génératif pour pouvoir faire mon montage en me basant sur ce qu'il fait. Donc, c'est important toujours de se dire, je vais générer des choses, mais moi, je reste en backup pour pouvoir garder un contrôle là-dessus et pour pouvoir modifier les choses. Ici, c'est pareil, j'ai une fenêtre. Franchement, on pourrait l'enlever, cette fenêtre, parce que là, il m'a rajouté une fenêtre. Je ne sais pas qui a envie d'avoir une fenêtre comme ça. Donc, je vais me remettre là. Et donc là, c'est pareil. Hein. J'ai gardé ma génération. Mais ici, je vais la supprimer. Donc j'enlève ce câble qui est en premier plan. Et là, je vais faire un remplissage. Ah, je ne vais pas faire un remplissage. Je n'ai pas pris ici. Hop. Là, j'y vais qu'avec de la génération. C'est vraiment pour vous montrer. Donc là, on a quelque chose, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, écoutez. Ici, on ne comprend pas trop. Donc c'est pareil, hein, etc. etc. Hein. Dès que vous voyez des zones que vous ne comprenez pas trop, on repart là-dessus, on change, on voit comment c'était avant. Et puis, voilà, on change petit à petit l'image, toujours avec de la génération, et vous gardez à chaque fois ce que vous voulez garder. Donc là, on a pu voir cette technique. Est-ce que c'est une technique qui vous semble... Qu'est-ce qui détermine le choix du modèle d'IA dans Photoshop? C'est intéressant. Alors, en fait, l'IA, quand on ne lui dit rien, elle réfléchit toute seule, entre guillemets. Elle va se dire, là, j'ai du fond. Enfin, j'ai une maison rouge, j'ai une maison jaune, j'ai des fenêtres comme ça. Les volets sont un peu de ce style, elle va l'analyser. Et donc, elle va générer quelque chose qui en ressemble. Après, on peut diriger l'IA. On peut lui dire ici, mets-moi une cheminée, mets-moi une fenêtre, etc. L'outil prompt, pour l'instant... Ah, entre un Firefly et un Nano, pardon. Alors oui, ça, c'est intéressant aussi. En fait, pour l'instant, je ne saurais pas comment vous dire, mais pour l'instant, si j'ai envie d'ajouter une chaise ici, si je fais alors, Firefly, ici, il va me proposer conservation des détails. Mais alors, ça, c'est avec des crédits. Et en fait, conservation des détails, ça va être, du coup, l'image va être
en meilleure qualité et on va encore moins perdre de résolution. Firefly Image, c'est vraiment la première version. Et après, les nanos, etc., le problème, c'est qu'elles ne s'intègrent pas trop bien. Ça ne s'intègre pas trop. Moi, personnellement, je l'utilise rarement. Par exemple, là, si je veux utiliser pour un Gemini, je veux mettre une chaise ici. Déjà, il va me proposer qu'une seule vignette. Et je crois que l'intégration, elle n'est pas bonne. Alors, en tout cas, c'est la dernière fois que j'avais utilisé ça, l'intégration n'était pas très bonne. Mais on peut voir ensemble comment ça va rendre. Je crois qu'il me met un carré. Ah bah, ça s'est amélioré, hein. Ça s'est vachement amélioré. Bon, par contre, j'ai qu'un seul résultat, quoi. Ça s'est plutôt amélioré. Bah, après, ça détermine, ce qui est déterminant, ça va être la qualité de l'IA actuelle, quoi. Globalement, bon, là, on voit qu'il y a encore un problème, hein. Il m'a quand même fait. On voit ma délimitation, quoi. Je suis obligé de bien. Sur l'intégration, c'est assez compliqué, hein, globalement. Ça s'est un peu amélioré, mais je suis obligé d'effacer autour, quoi, hein, parce que là, on voit mon cercle. Mais ça dépend de la qualité. Là, actuellement, Nano Gemini est quand même assez fort en termes d'image. Si vous travaillez sur Firefly, moi, j'utilise la plupart du temps Gemini. D'ailleurs, en parlant d'intégration, je vais vous faire un petit bonus là-dessus. Je vais aller chercher une chaise sur Internet. Tac. Et c'est ça, ouais. L'harmonisation, alors je ne sais pas. Mais alors, on a des très bons outils maintenant sur l'intégration. Il y a l'harmonisation et surtout la rotation. Alors, l'harmonisation, ça va vous permettre d'intégrer l'image, votre chaise, dans votre image. Et donc, sans avoir besoin de rajouter vous-même les ombres ou changer la couleur de la chaise par rapport à la lumière de l'image, l'harmonisation va vous permettre de vraiment poser la chaise de manière la plus naturelle possible, juste avec cet outil. Donc là, vous voyez, on a une chaise qui est crédible. Bon, elle est petite. Je crois qu'elle est petite quand même, hein. J'ai fait une petite chaise, hein. J'ai trop zoomé. Oui, pas pour de la HD, ça c'est vrai. On va voir la perte, hein. Après, j'ai fait une copie d'image, hein. J'ai fait une copie d'image, c'est pas de la HD. Mais oui, il y a de la perte, effectivement. Euh, Ça, c'est pas utilisé pour le coup pour de la pub ou des choses comme ça. Par contre, c'est hyper utile pour de la présentation basse qualité sur du site, par exemple. Des fois, vous pouvez. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour ça. Ici, c'est dans mon prochain exemple. Ici, j'avais travaillé pour du chauffe-eau et on devait intégrer du chauffe-eau et en intégrant avec l'harmonisation, ça leur suffit, quoi. Voilà. Et donc, ça peut être utile. Et alors, deuxième chose assez utile aussi, et notamment pour faire des tests, par exemple, c'est la rotation. Et alors, la rotation, alors attention, ça utilise du crédit, tout ça. Ça utilise du crédit. La rotation utilise du crédit. Je crois que l'harmonisation aussi, je ne suis pas sûr. Donc, vérifiez bien vos crédits Adobe là-dessus. Et donc là, en fait, on va pouvoir, avec l'outil rotation, vraiment changer la rotation. Alors ça, c'est vraiment nouveau, pour le coup. Enfin, nouveau, ça a quelques mois, mais c'est nouveau, quoi. Donc là, on peut changer la perspective, vous voyez, et on peut changer la rotation verticale. Et on peut vraiment avoir, là, c'est assez impressionnant pour le coup, parce que c'est c'est assez révolutionnaire. On a même un dos, on a même fait le dos. Et là, après, je vais le poser. On va en profiter pour l'agrandir.
Mais là, du coup, je suis pas bon. Bon, si c'est pour la remettre dans le même sens, ça sert à rien. On va se mettre comme ça. Voilà. Ouais, les machines qui tombent. Dommage. On va mettre comme ça. Voilà. Et donc là, on va la mettre comme ça. Ça va recalculer pour récupérer la qualité initiale. Mais effectivement, c'est encore disruptif. Donc, tous ces outils, je vous les ai montrés. Je ne vous ai pas montré où est-ce qu'on y a accès, mais c'est dans la petite barre, hein. Je l'ai fait un peu vite. Il y a plusieurs manières. Donc, l'harmonisation, vous voyez, c'est quand vous sélectionnez votre image, vous avez la barre ici. Et donc, c'est cette petite icône-là. Sinon, vous pouvez y arriver en cliquant droit. Avec un clic droit, là, je viens de le faire. Donc, vous avez l'harmonisation ici et la rotation, parce que là, je viens de la faire. Et du coup, ça fait un objet dynamique aussi. Donc, si vous recliquez, vous avez réaccès à la rotation. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour pouvoir utiliser l'IA à bon escient là-dessus. Donc, ça, c'était vraiment toute la partie IA. Et ici, bah, il reste de la reconstruction, il vous reste du travail à faire, mais globalement, vous avez gagné facilement une journée de travail, hein, sur ça, quoi, sur ce genre de choses. Et puis effectivement, sur la création, ouais, l'agrandissement génératif, là je l'ai agrandi moi-même, mais ouais, en fait, c'est des outils qui sont en train d'évoluer, qui sont assez prometteurs. Disons que là, c'est comme si on vivait avec vraiment l'iPhone 1, quoi. C'est-à-dire, c'est révolutionnaire, mais on sait tellement tout ce qui va changer derrière. C'est-à-dire que là, ça va vraiment se peaufiner, s'améliorer avec le temps. Et tous ces trucs où on se dit, bah, l'IA ne fait pas de la bonne qualité, l'IA génère les choses de manière aberrante, etc. Ça, c'est des choses qui, avec le temps, vont vraiment disparaître. En tout cas, vont vraiment s'affiner, s'affiner, s'affiner. Et, euh, et ça va vous permettre d'avoir plus de possibilités dans votre workflow. L'IA ne va pas nous remplacer encore, franchement. Il y a beaucoup, surtout sur le métier de retoucheur photo, qui est déjà un métier de niche et très premium. C'est-à-dire quand on fait appel à un retoucheur photo, même avant l'IA, de toute façon, c'était pour du travail vraiment niche, où il y a une plus-value d'avoir un travail d'artisanat, notamment dans le luxe, qui met beaucoup l'emphase sur le fait que c'est fait main, etc. Bah là, on ne va pas perdre beaucoup de taf. Mais sur les possibilités et aussi la possibilité de rattraper du contenu. Moi, par exemple, j'avais fait un shooting et j'avais des photos floues, malheureusement. J'avais eu des photos floues. L'IA rattrape le flou maintenant de manière assez impressionnante. Je ne sais pas si je peux vous la montrer. Je ne sais pas si je l'ai. Si je ne l'ai pas, tant pis. J'avais une photo floue. J'avais bien changé. Bon, je ne vais pas la retrouver. Je vais pas la retrouver, mais globalement, je ne sais pas si on peut imaginer, mais bon, on peut. Celle-là n'est pas très floue. En fait, par exemple, sur comment 3 pixels en rose peuvent devenir une fleur de bougainvillier. J'ai pas compris, Pierre. Je suis désolé. Ouais, exactement. Alors, par contre, sur les flous, moi, je vous conseille de ne pas aller sur Photoshop. Je vous conseille d'aller sur Firefly, hein. Pour le coup, je vous conseille d'aller directement sur Adobe Firefly et de vous mettre en Nano Pro. Ouais, mais alors, moi, en fait, Pierre, je ne sais pas du tout si la photo est de l'IA ou pas.
mais ça me semble être de l'IA. Mais lui, il a réussi à me faire du pixel art là-dessus. Mais ça me semble être de l'IA quand même, hein, malgré tout. Mais l'image, voilà, elle est quand même belle. On va aussi passer au troisième module pour clore ce cours. Et on va laisser tomber, on va oublier un peu l'IA. Et on va revenir sur le Workflow Pro. Et là, il y a quelque chose qui est aussi très important d'utiliser lorsqu'on est un pro et qu'on veut travailler avec le meilleur workflow possible, c'est de absolument régler ses scripts et ses actions. Et ici, vous voyez, vous avez vos scripts. Alors, il y a la nouvelle interface de script, d'action. Hein. C'est des scripts, hein, mais ça s'appelle action. Qui va vous permettre voilà, de mieux gérer vos scripts. En fait, maintenant, dans cette nouvelle interface, on a une facilité pour aller modifier ce qu'on a fait, notamment en cliquant sur les rouages. Et là, vous avez les réglages. Est-ce que vous utilisez des scripts? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup dans votre workflow? Est-ce que vous devez beaucoup l'utiliser? Est-ce que vous travaillez avec beaucoup d'images qui vous permettent d'utiliser des scripts, etc. Oui, non, ouais, pas toujours. Oui, on n'utilise pas toujours des scripts. On n'utilise pas toujours ça. Un script intéressant, par exemple, un workflow qui peut être intéressant, c'est par exemple si cette image, on va prendre cet exemple. Donc, vous voyez, moi, j'ai travaillé pour du chauffe-eau, une marque de chauffe-eau, et il m'a demandé plusieurs tailles. Vous voyez? Et en fait, un workflow facile, un bon workflow, si on veut vraiment travailler rapidement et efficacement et éviter le plus possible les erreurs, c'est qu'en fait, ce client m'a demandé d'avoir à la fois par image des JPEG basse définition, un PNG et un point web. Et dans le point web, il veut un recadrage en carré. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai créé un script qui va me permettre, donc export, d'avoir l'enregistrement JPEG, l'enregistrement base def, l'enregistrement PNG, le recadrage et le point web. Donc, je vais vous faire un rappel ou tout simplement vous parler de l'action pour ceux qui ne savent pas trop comment on utilise ça. En fait, c'est un outil qui va vous permettre de mémoriser toutes les actions que vous allez faire sur cette image. C'est important parce que selon d'autres images, le script peut bugger si l'image n'est pas exactement la même, si vous avez fait un recadrage qui n'est pas basé sur cette image, etc. Et en fait, vous allez pouvoir tout enregistrer et en un clic, recommencer tout. Ici, j'ai décidé que dans mon workflow, j'enregistrais toujours dans un fichier qui s'appelle export temporaire. C'est vraiment mon workflow, hein, comme ça. Et j'ai fait JPEG basse définition, PNG et web. Et donc, à l'intérieur, j'ai mes images. Et donc, à chaque fois, quand j'aurai terminé tout ça, je copie-colle ce dossier dans mon dossier livrable, et je peux effacer ça. Et tout ça, ça s'appelle export temporaire, parce que le script, ça va m'éviter de changer de dossier à chaque nouvelle image. Et donc, là, par exemple, j'ai fait un enregistrement en JPEG, j'ai fait un enregistrement en JPEG base def, j'ai fait un enregistrement en PNG, j'ai fait mon recadrage, qui est ici, et j'ai fait mon enregistrement en .web. Ils sont tous ici. Et donc, à chaque fois, lorsque j'ai fait mon enregistrement, j'ai bien précisé, alors ici, je veux le point web et je veux l'enregistrer. Je veux l'enregistrer sur, hop là,
Non, je ne suis pas au bon endroit. Sur mon export temporaire et je veux le mettre sur web. Et comme ça, je vais pouvoir avoir sur mes 4 dossiers mes exports. Maintenant, là, j'ai 5 images. Là, je vous en ai pris que 5 parce que l'idée, ce n'est pas de vous lancer un script et d'aller manger. C'est de vous montrer globalement comment ça marche. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les images précédentes pour vous montrer l'automatisation. Donc, hop, hop, on va effacer tout ça. On n'enregistre pas, hein, c'est pas très joli tout ça. Je rigole. Bon, alors, on a tout ça. Voilà. Là, en fait, on veut enregistrer, on veut tout enregistrer. On a plusieurs workflows possibles. J'ai ouvert toutes mes images. Donc là, on se dit, ce n'est pas des images retouchées. Je vais les enregistrer en premier lieu. Je vais d'abord créer un PSD, un dossier PSD. Par exemple ici, dans export temporaire. Voilà, ici, je vais créer un dossier PSD. Et je vais enregistrer tous mes fichiers dans le PSD. Je vais les enregistrer une première fois. Je vais retirer le copie. Je me garde dans sRGB. On n'oublie pas ça. Hop. Je vais le faire partout. Avant même de commencer la moindre retouche. Hein. Est-ce que j'ai... Non, parce que lui, c'est... Ah oui, c'est 100. J'ai cliqué sur un mauvais truc. Voilà. Bon, au final, j'ai laissé les copies. Je vais les enlever. Donc là, ça va me permettre, donc, évidemment, d'avoir mes fichiers enregistrés. Ça, c'est vraiment un truc assez basique, d'enregistrer ces fichiers avant même la moindre retouche. Pouvoir faire des pommes S, même si maintenant, les pommes S, bon, ça ne sert plus trop à rien, puisque maintenant, on a une mémoire tampon qui enregistre automatiquement. J'ai tout ça, et maintenant, je vais pouvoir commencer mes retouches. Donc là, je vais faire mes retouches sur chaque produit. D'accord? À chaque produit, j'ai fait mes retouches. Voilà, etc., etc. Maintenant, je veux enregistrer tout ça. Alors, si je n'avais pas de script, bah, j'aurais fait donc CTRL Alt S. Je vais dans mon fichier export temporaire. Je vais dans JPEG. Je le mets en JPEG. Après, j'enlève une copie, mon profil, je me mets donc dans JPEG. Je fais ouvrir. Clac. Ensuite, je vais me mettre en base dev si je suis en base dev. Je vais chercher un 5.6, etc., etc. Donc là, on y passe 3 ans. Alors que là, je l'ai préenregistré, je ne l'ai fait qu'une fois. Il est ici. Donc quand je vais cliquer sur ce que j'ai appelé export JPEG, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord supprimer ce qu'il y a. Je vais d'abord supprimer ce qu'il y a déjà là. Je vais le faire avec Bridge. Bon, je vais le faire à la main. Pouvoir vous montrer. OK. Donc là, lorsque j'appuie sur Export, j'ai mon image qui va apparaître sur mes 3 dossiers. Donc, qui va apparaître sur JPEG, qui apparaît sur JPEG base dev, qui apparaît sur mon PNG et qui apparaît sur Web.
et avec tous les réglages. J'ai même mon recadrage. Le recadrage que j'ai pas, que j'ai pas préparé parce que j'étais déjà carré, et donc il m'a fait un carré sur un carré. Mais là, par exemple, j'en ai plein. Est-ce que je vais faire aller chercher chaque truc et appuyer? Si j'en ai 5, oui, je peux. Si j'en ai 40 et que j'ai fait 40 retouches, là, c'est compliqué. Alors, ce qui est possible de faire, c'est d'aller dans Fichier. Vous allez dans Automatisation, Traitement par l'eau. Donc voilà, je vous laisse mémoriser. Vraiment, vous avez Automatisation, Traitement par l'eau. Et là, vous allez pouvoir, dans Fichier ouvert, alors vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aller chercher directement dans un dossier les fichiers que vous voulez modifier. Vous allez faire Fichier ouvert. Donc c'est pour ça que j'ai effacé tous les fichiers précédents. On va sélectionner l'export, donc l'action que j'ai au préalablement créée ici. D'accord? Sinon, vous avez des règles de base. Vous pouvez faire des redimensions, des choses comme ça. Et dans Destination, je vais mettre Enregistrer et fermer. Voilà. Donc là, je pense que ça ne faut pas bouger. Arrêt en cas d'erreur. Et donc là, maintenant, je vais lancer. Un contour progressif. Je ne sais pas pourquoi il me demande un contour progressif. Hop. On va la refaire. Là, en fait, mon fichier. Voilà. Hop, on la refait. Au départ. OK. Et donc là, on lance. Bon, j'ai un bug de contour progressif. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai un contour progressif. Je pense que dans mon... Bon, je ne sais pas. C'est dommage parce que pour l'exemple, je ne voulais pas qu'il y ait ça. Et là, en fait, tout a été fermé. D'accord? Mais le script a été mis partout. Donc là, je retourne dans mes JPEG. Et je ne les ai pas du tout. Trop bizarre. Alors là, je me suis trompé. Je me suis trompé quelque part. C'est assez sensible comme matériel. On va la refaire. Et puis on va voir pourquoi je me suis planté. On va regarder ça ensemble. Ici, j'ai un enregistrement, j'ai des enregistrements. Est-ce que, par hasard, j'aurais pas cliqué sur 50? Tac. Si je me mets sur lui. Ça a l'air de fonctionner. Bon, on n'est pas obligé d'enregistrer dans ce cas-là. Hop, on va y retourner. On va le refaire en ouvrant les fichiers. Donc là, les fichiers viennent d'être ouverts. On va le refaire. Automatisation, traitement par l'eau. Et je pense qu'on va faire, on ne va pas fermer. On va juste faire ça. Et dans l'action, on va chercher export. Donc on recommence. Donc là, j'ai mon automatisation qui est en train de tout enregistrer. Je crois que j'ai un problème avec l'automatisation. Je suis désolé. Je suis désolé. L'automatisation, des fois, pose problème. Action par défaut, fichier ouvert. Alors, normalement, j'ai aucun problème. C'est bizarre. Bon, écoutez, des fois Photoshop
il me fait des erreurs, quelque chose que j'ai fait toute la journée. Parce que quand j'appuie sur mon action, elle fonctionne bien pourtant. Mais globalement, l'automatisation vous permet d'appliquer plusieurs actions en même temps, à la suite, sur tous vos fichiers ouverts. Et ça va vous permettre, du coup, d'enregistrer, typiquement ici. Ou alors, si on veut juste un recadrage sur toutes nos images, on va pouvoir les enregistrer comme ça. Donc là, pour l'instant, je l'ai fait à la main. En tout cas, je vous montre le script qui fonctionne bien, hein, le script en lui-même. Puisque lorsque je retourne dans mes dossiers, j'enregistre petit à petit mes images. Hop. Et donc, ça me permet d'avoir vraiment, de manière simple, mon fichier. Ah, mais je sais pourquoi. Je pense que, en fait, j'ai dû renommer. Je pense que j'ai dû renommer mon calque. Non, même pas. Non, pas du tout. Bon. Ça vous permet d'avoir plusieurs formats en un seul clic. Et ça vous évite d'avoir à renommer à chaque fois les choses. Alors attention, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un bug. Il faut faire attention lorsque vous enregistrez votre script. Donc je ne l'ai pas montré, donc je vous le montre. On va faire un plus ici. D'accord? Et vous allez appuyer sur En marche. Et là, à partir de En marche, tout ce que vous allez faire, par exemple là ici, je veux récupérer mon cadrage, par exemple. Donc, hop, je ne sais pas, je vais faire comme ça. Je fais juste ce recadrage. Bien, là, je l'enregistre. Arrêter et enregistrer. Et donc, je reviens. Et là, en appuyant, je retrouve mon action. Ce qui est important, c'est que lorsque vous faites des actions d'enregistrement, ne surtout pas renommer vos fichiers. Parce que si vous les renommez, et même si vous effacez un élément, le script va réécrire le titre complet. Donc, on va faire en fait juste qu'écraser tous vos fichiers. Et ça, c'est une erreur d'inattention qu'on peut faire. Et donc, on peut se tromper là-dessus. Donc, il va falloir faire attention. Donc, voilà, il y a eu quelques bugs sur cette présentation. Je suis désolé, mais j'espère que vous avez compris le principe globalement. Je ne sais pas s'il y a un replay. Il faudra que... et de toute façon, je vais envoyer toutes les images à Julie pour que vous puissiez les faire, voilà, par mail. Comme ça, vous pourrez refaire les exercices vous-même. Et donc là, ah oui, deuxième chose, lorsque vous faites de l'enregistrement, n'oubliez pas de retirer les copies. Ça, vous pouvez aller sur Bridge de manière très facile. Je sais que sur Mac, il y a quelque chose aussi de similaire. Mais alors sur Bridge, alors là, on n'est plus sur du Photoshop, mais ça, c'est lié. Donc, je vous le montre quand même. À ce moment-là, hop, je vais ouvrir Export, tac, voilà. Ici, on retourne sur nos JPEG, par exemple, et on a des copies. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est à ce moment-là, faire un outil changement de nom global et retirer les copies. Recherche copie, paf, ça se retire. Donc là, on n'a plus de copies. C'est quelque chose que je fais en complétude de ma technique d'enregistrement et ça me fait globalement gagner énormément de temps. Donc voilà pour cette formation. Effectivement, elle arrive à son terme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste, je crois, à peu près 10 minutes. Si vous avez des questions sur les différentes choses que je vous ai montrées. Alors, je l'ai montré tout à l'heure. Hop, je peux revenir là-dessus si tu veux. En fait, je l'ai montré, David, je ne sais pas si j'aurai le temps. En deuxième module, j'avais changé les couleurs avec plusieurs méthodes. Donc, tu peux utiliser un outil couleur unie et mettre un calque de fusion ici, par exemple. Enfin, je ne vais pas vous le fermer.
Ouais, tu regarderas le replay, faire un calque de fusion couleur, ou alors une sélection avec caméra raw et changer les courbes. Le plus important, en fait, dans le changement de couleur, c'est la sélection de ton objet et de vraiment bien sélectionner ce que tu veux changer de couleur. C'est là où tu vas pouvoir être le plus proche. Il y a aussi une micro-technique. Alors, il y a un truc aussi assez intéressant, je pense que je peux vous le montrer. Non. Je pense que je peux vous le montrer. Tac, tac. Ici, par exemple, si j'ai envie de vraiment garder les contrastes et que je les ai perdus avec une couleur, par exemple, là, je vous le montre, mais des fois, sur certains de la matière, là, je fais une couleur, je sais pas, on va dire qu'on a fait, on va dire que votre image, elle s'est retrouvée comme ça. Non, peut-être pas comme ça va pas abuser. On va dire couleur. Et bien, en fait, il y a une petite technique pour récupérer de la matière, c'est que vous remettez. Oui, 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 on peut rentrer une hexadécimale, complètement. Ici, on rentre une hexadécimale ici. Ici, mais par contre, la matière comment dire, la couleur va changer selon la lumière qu'il y a dans l'image. Donc, ça veut dire que ça va être réaliste globalement, mais il vaut mieux être sur un gris, commencer sur un gris, et pas du tout sur une couleur déjà existante. Et pas sur un noir et pas sur un blanc. Donc là, ici, il va falloir être gris d'abord. D'abord, tu fais un gris, et ensuite, tu mets la couleur. Et plus tu vas baisser, après, tu baisses ici la luminosité pour essayer d'être le plus proche possible de ta couleur. Et alors, je disais, tu peux ici avoir un deuxième calque, un calque juste de ce que tu voulais changer comme couleur. Et tu peux faire, et même, j'ai même envie de dire, on va enlever le calque, on va faire ça. Et là, tu vas faire un divers passe haut. Et dans passe haut, tu vas récupérer toutes comment dire, les profondeurs de ton calque. Et là, tu vas baisser un peu l'opacité. Et tu peux récupérer comme ça, alors même que ton calque était bleu, la matière. Et donc, si tu fais ça sur un calque qui est déjà de couleur, bah, en fait, tu as juste accentué les matières. Et donc là, c'est assez intéressant quand tu veux vraiment récupérer du tissu. Tu vois, le tissu, tu veux vraiment qu'il soit voyant. Bah, le passe haut, c'est assez intéressant pour ça.